Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Flavien, merci d'avoir accepté mon invitation pour faire partie de mes invités de cette émission Café Trailer de chaque mercredi soir à 20h30. Comment vas-tu Flavien ? Hello François, ça va très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Écoute Flavien, on avait échangé il y a quelques mois de ça pour que tu me présentes ton projet avec ton associé Nathan et tout de suite on avait bien accroché, votre projet m'avait bien parlé. On s'était refait un petit échange comme ça pour refaire le point suite à votre lancement qui avait été un franc succès et donc on va pouvoir aborder de tous ces sujets-là ensemble, de votre vie d'entrepreneur, de votre quotidien de coureur aussi. Mais traditionnellement, tu le sais parce que tu as vu quelques émissions, il y a une question qui est toujours là pour commencer ces émissions. Flavien, est-ce que tu peux nous raconter ton premier trail ? Ouais, bien sûr. Mon premier trail, ça a été, c'est assez récent au final. C'était en 2017, un été où je me sentais pas dans mes baskets, on va dire. Et en fait, c'est mon cousin qui m'a invité en fait à prendre un peu de hauteur quelque part et d'aller sur Thonon. Et en gros, il m'a invité en fait à faire un trail et gravir le mont de Grange, qui est un sommet, je crois, de 2500 mètres, et sur lequel en fait j'ai mis mes baskets et pour la première fois, si tu veux, j'ai découvert l'effort en altitude et la possibilité de souffrir et en même temps de pouvoir apprécier la vue que tu as quand tu arrives en haut d'un sommet. Et ça a été une forme de révélation. Je me suis dit, waouh, c'est quand même assez cool, tu vois, de découvrir autre chose que la course en ville. Et depuis, tu vois, j'essaie dès que possible, parce que bon, j'habite en ville, notamment sur Lyon en ce moment, mais dès que je le peux, en tout cas, de sortir des sentiers battus, si tu veux, et un petit peu m'en mettre plein la vue quelque part. Ouais, surtout que sur Lyon, vous avez des terrains qui sont quand même assez chouettes pour s'entraîner. Ouais. Il y a tous les parcours de l'Urban Trail de Lyon et puis même les montagnes ne sont pas très très loin non plus. Donc suite à ce premier trail, tu t'es dit quoi, plus jamais ou tu t'es dit vite, il faut que je reprenne un dossard? Non, c'est ultra intéressant. En vrai, à la base, j'ai commencé à courir à la campagne. Puis après, en raison de mes études, parce qu'au final, je suis encore jeune, du coup, j'ai naturellement en fait couru en ville parce que c'est là où je vivais, c'est là où j'étudiais. Donc, c'était quelque chose de très pratique et qui m'accompagnait en fait au quotidien. Maintenant, j'ai pu en fait aussi découvrir les bienfaits d'être en pleine nature.
gravir. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est dur, tu vois, quand tu commences un peu à en chier quelque part. Et ouais, l'idée de la montagne et d'avoir, si tu veux, un but, quelque chose qui, quand tu arrives là-haut, un peu te subjugue. Ça, j'ai totalement adhéré. Donc, en fait, que ce soit en dossard ou même en pratique libre avec des copains, je suis vraiment friand de ces choses-là. Maintenant, c'est vrai que le contexte fait que tu fais pas autant. On arrive sur les beaux jours, donc on va voir comment ça peut se profiler pour la suite. Ok, donc tu fais partie de ces gens qui, quand ils voient un sommet, c'est presque pathologique, faut aller en haut, quoi. Ouais, clairement. Là où je trouve qu'il y a de l'intérêt, c'est perso, mais c'est vrai que j'essaie à chaque fois de faire une sortie où il y a un peu de dénivelé et où il y a une vue qui est assez sympa parce que j'ai l'impression que c'est un peu, tu vois, la carotte ou la récompense quelque part après tout effort en fait. C'est là où tu as envie de te poser, prendre un petit ravito parce qu'il faut toujours prendre ce petit ravito, mais voilà, où tu peux vraiment apprécier avec tes copains où tu as le sentiment du devoir accompli quelque part. Ok, ouais, je comprends très bien l'idée. Alors Flavien, comment est-ce que tu te présenterais quand tu rencontres quelqu'un comme ça dans une nouvelle personne? Alors d'habitude je dis en soirée, mais là en ce moment les soirées c'est un peu limité pour rencontrer des gens, etc. Ouais. Mais comment est-ce que tu te présentes quand tu rencontres quelqu'un comme ça et sans parler de ton entreprise pour l'instant? Non, bah, en vrai, je sais pas comment se ressentent les coureurs, mais moi, c'est vrai que j'aime bien qu'on m'associe à la course à pied, hein, pour être tout à fait transparent. Je considère que j'arrive à un stade où peu importe le niveau, c'est tellement mon truc que j'ai envie que les gens le sachent, tu vois. Enfin, je vais pas le crier sur tous les toits, mais c'est vrai que j'aime bien dire que je fais de la course à pied. Et Hmm. parce que c'est là-dedans que je prends mon pied, en fait. Et quelque part, si tu as une personne en face de toi qui pratique la course à pied, peu importe le niveau, peu importe si tu fais du trail ou de la course à pied à la campagne ou en ville, tu parles quelque part le même langage et tout de suite, il y a une connexion qui se crée avec les gens que tu peux rencontrer. Donc, je me considère ou je me présente comme avant tout Flavien, 25 ans, le mec qui aime avant tout la course à pied et qui aime vivre des émotions, se dépasser ou voilà, pratiquer la course à pied pour vraiment essayer de s'accomplir en tant qu'homme et apprendre. Super. Alors, durant ton parcours scolaire, enfin à la suite de ton parcours scolaire, tu as fait un voyage, je le sais parce qu'on en a déjà parlé. Ouais, ouais, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce voyage et pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce qui s'est passé durant ce voyage? Ok, bah, du coup, pour donner un peu de contexte, c'est vrai que j'ai fait en fait une école de commerce qui nous oblige, enfin, comme beaucoup d'écoles en fait, école de commerce ou pas, vous oblige en fait à partir à l'étranger pour à un moment donné développer votre anglais et puis voir d'autres choses en fait. Et on avait l'opportunité effectivement de partir en stage en entreprise et pour être tout à fait transparent, moi ça m'intéressait pas. J'ai voulu en fait faire passer, si tu veux, un projet personnel qui me tenait à cœur, qui était de faire de l'humanitaire quelque part. Hmm. Parce que j'ai toujours dit que je voulais faire de l'humanitaire pour essayer de me sentir utile quelque part, parce que jusqu'alors, je ne m'étais pas senti vraiment utile pour l'autre quelque part. Et en fait, j'ai, par l'intermédiaire d'un ami, eu l'opportunité en fait de partir dans une ONG aux Philippines qui s'appelle Gawad Kalinga, et qui œuvre en fait contre la pauvreté aux Philippines, qui veut vraiment éradiquer la pauvreté avec un système, si tu veux, d'éducation des plus jeunes et un système de création de communautés en fait pour les plus démunis, de manière à leur offrir, si tu veux, ou répondre à leurs besoins fondamentaux. Et donc dans ce cadre-là, dans le cadre de ce projet-là et de cette ONG, j'ai pu partir vivre donc aux Philippines, sur l'île principale pendant 6 mois en fait. D'accord. Et si tu veux, c'est vrai que ça a été un moment où ouais, j'ai eu un petit shift, un petit changement de paradigme, de réflexion sur ce que je voulais de ma vie à ce moment-là, parce qu'à un moment donné, toi, tu vas pour faire de l'humanitaire et pour aider les autres, et tu te rends compte étrangement que c'est peut-être les plus démunis ou les autres en fait qui t'ont aidé toi-même en fait à trouver du sens dans ce pourquoi tu te lèves tous les jours. Hmm. Et t'avais quel âge quand tu es parti? Au final, c'était très récent parce que là, j'ai 25 ans ou 24, je sais même plus, 87, ouais. Mais j'avais 23 ans. Ok. C'était il y a un peu Et plus d'un an. Et enfin, ça a tout changé en l'espace d'un an où même si au final, ça change pas fondamentalement qui tu es, il y a des voyages ou quoi qui vont accentuer un point ou quelque chose qui est en toi quelque part. Et alors, pour toi, à ton avis, qu'est-ce que ce serait ce point-là qui a changé en toi? La volonté d'avoir de l'impact. Si tu veux, si on prend par exemple le cas de l'école de commerce,
C'est très cliché de dire que l'école de commerce, ça se résume par exemple à la finance. Mais c'est vrai que la dimension impact social, elle est pas autant développée que dans d'autres secteurs, je pense. Et c'est vrai que le fait de me sentir ultra utile et le fait de me sentir, enfin ultra utile, je force peut-être un peu, mais le fait de sentir que j'avais de l'impact, ça m'a fait dire que, tu vois, je voulais que mon job, plus tard, il ait une utilité pour les autres aussi, tu vois. Et parce qu'au final, il n'y a pas meilleure motivation, il n'y a pas meilleure sensation, en fait, quand tu te lèves tous les jours avec une quête quelque part. Et en fait, c'est ce que moi, mais je peux aussi parler pour Nathan, on pourra peut-être en reparler, du coup, Nathan qui m'accompagne aussi au quotidien, ce pote que j'ai pu rencontrer il y a plus de 4 ans, qui, pareil, a vécu aux Philippines et qui s'est dit, comme moi, dans ce cadre-là, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir utile tous les jours? Mais c'est cette question du sens en fait qui est ultra importante, surtout en cette période où on n'a plus vraiment d'objectifs en termes de course. Et toutes les personnes qui continuent finalement à s'entraîner malgré les annulations qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent, voilà, de façon jusqu'on ne sait pas, on ne sait pas jusqu'où ça va durer. Et ben, si t'as pas ce sens, ce pourquoi tu fais ça, bah en fait, forcément, au bout d'un moment, tu lâches prise, quoi, tu t'abandonnes. Et toi, du coup, tu dirais que le voyage aux Philippines, ça t'a donné professionnellement et même un sens de vie, quoi. Bah, ce que je me suis dit, c'est que si tu veux, on peut avoir des expertises dans un domaine. Ton expertise, enfin, comment dire, j'aime bien la phrase de ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est c'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on fait de ce qu'on a, tu vois. Et au final, peu importe ton expérience de vie, tu as plein d'acquis, tu as plein de compétences. Et ce pourquoi tu mets tes compétences, enfin, pour quel but tu les mets à la disposition d'une quête ou d'un objectif, enfin, comment dire, ça va clairement impacter en fait, ça peut clairement changer en fait du tout au tout. Je m'explique, c'est que avec les mêmes compétences, tu peux te comporter comme non, je vais être vulgaire, mais tu peux te comporter comme quelqu'un de pas bien, et avec les mêmes compétences, tu peux faire des choses ultra bonnes. Donc, ce qui fait qu'en nous, on a un maximum de compétences, tu vois. Et il s'agit juste de décider ce vers quoi tu vas allouer tes compétences, tes ressources. C'est bien, mais j'ai d'autres exemples comme ça. C'est comme souvent, je prends l'exemple du marteau. Un marteau, c'est génial quand tu veux planter un clou, mais si tu veux le planter dans la tête de quelqu'un, c'est tout de suite moins génial. Clairement. Donc, c'est un outil, ça dépend ce que tu en fais. C'est comme l'argent, c'est comme C'est ça. Voilà, c'est comme beaucoup de choses comme ça dans la vie. Et du coup, toi, ton voyage aux Philippines, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué durant ce voyage-là? Ouais, la première chose, c'était une révélation, mais qui peut paraître peut-être commune pour les autres. Mais en fait, on entend toujours l'argent fait pas le bonheur. C'est très cliché, mais on le dit à foison, tu vois. Mais quand à un moment donné, tu quittes ta famille, tu pars un peu à l'aventure et que tu vas vivre dans une communauté où les gens ont rien, bah là, si tu veux, tu réalises que c'est vrai et que les gens sont peut-être même plus heureux en ayant moins, tu vois. Alors après, il y a plusieurs explications, tu vois. Certains disent que c'est par l'absence de choix qu'on est moins tiraillé quelque part. Et que de facto, en fait, toi, tu te dis en tant que gamin, bah ouais, moi je suis jeune, tu vois, j'ai 25 ans, on peut me dire que je peux faire avocat, je peux aller dans la finance, je peux faire du commerce, je peux être boulanger, peu importe, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Et on peut dire que c'est justement ça le bonheur, d'avoir le choix de faire ce que tu veux. Et à côté de ça, tu vois des gens qui n'ont pas le choix et qui ont finalement tout le temps le smile, tu vois. Et ça, tu vois, ça fait réfléchir quand même de l'état d'esprit que tu peux avoir derrière tout ça, tu vois. Et clairement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et tu vois, je me suis dit, quand je suis arrivé là-bas, bah, je suis pas quelqu'un qui me plaint, tu vois. Je suis assez même optimiste, je pense. Mais je me suis dit, t'as pas le droit de te plaindre, tu vois. Et encore moins, tu vois. Et tu dois encore plus avoir la banane et envie de soulever des montagnes, parce qu'en fait, tu as tout un univers autour de toi qui te permet d'entreprendre des choses. Donc, si tu sais ce pourquoi tu te lèves tous les jours, tu peux à un moment donné plus facilement entreprendre, en fait. Et là où c'était assez surprenant d'ailleurs, c'est que tu vois, moi j'ai toujours aimé l'idée d'entreprendre, l'idée de mener des actions, et comme des blocs de Lego, tu prends tes petits Lego et puis tu vas construire ta petite tour. Je trouvais ça trop cool, tu vois. Et en même temps, je me rendais compte que même à 23 ans, bon, j'avais jamais rien entrepris dans ma vie. Enfin, c'est comme ça que vraiment je le ressentais. Et là-bas, tu vois, je me suis fait des potes, tu vois, aux Philippines, John, enfin, des amis philippins qui, eux, parce qu'ils n'avaient pas le choix, étaient capables d'entreprendre, tu vois.
Et parce qu'en fait, ils avaient des ressources, ils avaient des bananiers, des choses comme ça, et avec des feuilles de bananier, ils étaient capables de construire des ceintures, enfin, et là, tu disais, waouh, ce que j'ai toujours cru, tout ce que j'ai toujours pris pour vrai ne l'est pas forcément, tu vois. Moi, j'ai toujours cru que l'entrepreneuriat, c'était réservé aux gens qui avaient les moyens, qui avaient des idées extraordinaires et qui, enfin, tu as une multitude de croyances limitantes. Et à côté, tu as des gens qui te démontrent le contraire, qui, ok, alors ils n'ont pas l'URSSAF, ils sont pas déclarés en auto-entrepreneur ou quoi, mais parce qu'ils ont envie, sont capables à un moment donné et parce qu'ils n'ont pas le choix aussi, de créer des choses. Et du coup, quand tu rentres à un moment donné en France, tu revois un peu les choses différemment, tu vois. Et alors justement, en parlant de ce retour en France, est-ce que cette façon de voir le pays, la France, etc., c'est resté cette chose où finalement, est-ce que c'est pas, tu vois, quelque chose que vous avez vécu pendant un temps et puis au final, le naturel revient vite au galop et puis ben, tu retournes dans ton train-train de vie quotidien et puis tout ça, c'est un peu oublié. Non, au final, tu vois, ça a quand même pas mal changé les priorités, dans le sens où, en fait, tu as une telle prise de conscience quand tu vas là-bas, par exemple, que quand tu constates, par exemple, la pollution plastique dans les océans, mais aussi la pollution plastique, je veux dire, dans l'air, dans la mesure où, en fait, eux, ils ont pas enfin, c'est pas qu'ils ont pas de scrupules, les communautés dans lesquelles j'ai vécu, mais ils brûlent le plastique. Parce qu'en fait, t'as pas de camion de poubelle qui passe tous les mardis ou tous les jeudis. Donc, mine de rien, en fait, si t'as pas de camion de poubelle qui passe devant chez toi, comment tu tries tes déchets? Ben, en fait, tu les fais brûler. Enfin, bref, tous ces trucs-là que tu vois de tes propres yeux, à un moment donné, ça enlève un peu une part de ton innocence. Du coup, quand tu reviens en France, il y a forcément des choses auxquelles tu fais forcément plus attention. Enfin, moi, depuis que je suis revenu en France, après, je veux pas faire de la politique ou quoi, mais j'ai forcément changé ma manière de consommer. Tu vois, j'étais pas un grand consommateur, j'avais pas l'habitude de faire des achats de fringues ou à tout va. Mais si tu veux, bah, j'ai essayé de consommer local quand c'était possible. Après, il y a, en fonction de mon budget aussi d'étudiant, j'ai essayé d'acheter moins de fringues, de faire de la seconde main. Enfin bref, j'ai essayé de faire de prendre une multitude de petites tâches, de petites actions du quotidien qui permettent de faire ma part, entre guillemets, même si on a toujours rapidement le sentiment que c'est pas suffisant, mais j'ai forcément mangé moins de viande et acheté moins de fringues, voire plus de fringues, et tout ça a fait que, ouais, au final, c'est quelque chose qui dure dans le temps, et quand je suis pas en accord avec mes valeurs, entre guillemets, je me sens pas bien. Tu vois, il y a des choses dans lesquelles je me sens plus à l'aise, en fait, dès que je me mets à acheter un truc qui, pour moi, est pas clean, j'ai un sentiment de culpabilité qui est très fort. Je dis pas que c'est forcément bien, mais pour autant, je le ressens comme tel. Ouais, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce que je suis en train d'acheter? C'est ça. Très intéressant. Alors, du coup, quelle a été la démarche suite à ce retour des Philippines? Qu'est-ce qui s'est passé parce que tu avais tes compétences d'école de commerce, parce que même si c'est vrai que l'école de commerce, comme on dit souvent, ça t'apprend à travailler soit dans un grand groupe financier, soit être responsable marketing chez Danone. Ça t'apprend pas à monter une entreprise voilà, de façon de monter tes petites briques, comme on dit. Comment est-ce que toi et du coup Nathan, vous êtes associés pour monter votre projet? Quel a été le déclic, le début, l'impulsion? Qu'est-ce qui vous a dit, allez, on se lance, d'où est venue l'idée, etc. Ok. Déjà, peut-être pour introduire Nathan, en fait, on s'est rencontrés dans le cadre de l'école et on s'est rencontrés en fait au moment où on est rentré dans l'école, donc c'était en 2016, je crois. Et en fait, on était avant tout potes, tu vois. On s'est rencontrés. Alors nous, on était aussi dans l'équipe de foot. Donc voilà, on faisait pas mal de sport, on courait ensemble. Et si tu veux, on était avant tout potes, en fait. C'était juste ça, en fait, entre guillemets. Et je suis parti 6 mois aux Philippines. Dans le même temps, je le savais pas, mais Nathan était parti 2 ou 3 mois aux Philippines et on s'est retrouvés là-bas. Et bah, si tu veux, à un moment donné, tu fais tes petits constats quand tu te rencontres là-bas et entre guillemets, ça donne lieu à des discussions où tu constates, enfin bon, tu commences à philosopher un peu sur ce pourquoi tu vis, ce pourquoi tu te lèves tous les jours. Et on a été rapidement alignés sur ce qui nous faisait sens, et c'était essayer d'avoir de l'impact, tu vois. En rentrant en France, du coup, on a repris notre dernière année de cours, si tu veux. Et on avait cette volonté d'agir, mais sans trop savoir dans quelle direction, si tu veux. Et il se trouve que, alors c'était en 2017, du coup,
ça passe vite. 2018. 2019, 2020, ok, je me fais en même temps la chronologie. On a fait notre stage de fin d'études en fait avec Nathan. On a suivi la dernière année. Bon, on a suivi des cours en marketing et compagnie, en sachant que on s'était orienté vers l'opération, enfin la spécialisation marketing digital, qui est une spécialisation qui te permet de mieux comprendre les enjeux du digital. Parce que pour nous aujourd'hui, le meilleur moyen, enfin à titre perso par exemple, j'adore faire passer des messages, si tu veux, des messages à impact. Et pour moi, le meilleur moyen de faire passer des messages et d'avoir de l'impact, c'est par le digital. Même s'il n'y a pas mieux qu'un vrai échange autour d'un café, autour d'une bière, le digital, ça te permet quand même de toucher un peu plus du monde, si tu veux. Donc, on était parti là-dedans, on a fait nos études, on a fait tous les deux notre stage de fin d'études. Donc, c'était en 2020. Et durant ce stage de fin d'études, il y a eu ce qu'on appelle le Covid. Covid qui a pas mal, le fameux, qui a pas mal bouleversé notre quotidien. Et si tu veux, c'était alors aux alentours de mars, avril, mai. C'est dit putain, en fait, ça te conforte dans l'idée que il y a des choses qui vont pas et que, sans stigmatiser, si on veut que ça aille mieux, en fait, on peut essayer d'entreprendre quelque chose à notre niveau, tu vois. Et en fait, alors nous, il y a un sujet qui nous plaît énormément, qu'on aime bien, c'est le textile, tu vois, parce que on fait du sport et comme beaucoup de sportifs, on est des amoureux du textile. On aime bien quand même être beau, porter des beaux vêtements et des vêtements dans lesquels on se sent bien pour courir, tu vois. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de troubles au niveau de l'industrie textile. Il n'y a pas besoin de le répéter, mais voilà, l'industrie textile, deuxième industrie la plus polluante au monde, enfin, tous les déboires qu'on entend parler à tout va, maintenant, je pense que c'est plus un secret pour personne, faisait qu'à un moment donné, nous, on s'est demandé comment on pouvait avoir de l'impact là-dedans. Alors, pour la petite histoire, c'était en mai, je crois, on a publié en fait, on s'est demandé comment on pouvait avoir de l'impact. Et si tu veux, le meilleur moyen d'avoir de l'impact pour nous, c'était de passer par la communauté. Je m'explique, c'est que en fait, on a réalisé aux Philippines que s'il y a un truc qui est très très important là-bas, c'est le système de communauté. Je m'explique, c'est que là-bas, parce qu'il y a de la corruption, parce que l'État ne fonctionne pas de la même manière qu'en France, si tu veux, les citoyens, les habitants, ils sont très vite livrés à eux-mêmes quelque part. Ils peuvent pas compter sur le gouvernement pour toucher le RSA, ce que tu veux, le SMIC. Non, il faut qu'ils se démerdent. Et là-bas, tu vis énormément en ce qu'on appelle en communauté là-bas. Et les barangays, comme tu dis. Et en fait, là-bas, ils sont tous très solidaires les uns des autres. C'est-à-dire que quand t'es voisin, t'es pas juste un voisin. En fait, t'es vraiment, tu mutualises les ressources que tu as pour essayer d'améliorer ton quotidien. Et en fait, il y a tout intérêt à vivre ensemble, si tu veux. Et si tu veux, en rentrant en France, moi, j'ai réalisé à quel point, en fait, l'idée de la communauté te permettait, en fait, de construire des villages, d'avoir des actions collectives qui étaient beaucoup plus impactantes que des actions individualistes. Du coup, l'idée, ça a été de dire, en fait, le meilleur moyen d'avoir de l'impact, c'est peut-être de faire quelque chose avec les autres, tu vois. Et on s'est dit, nous, l'industrie textile, on sait qu'il y a des mauvaises choses, elle pollue, il y a des conditions de fabrication qui sont pas très clean. Le meilleur moyen d'initier un changement, ce serait peut-être si tu veux, de faire passer une pétition et d'interpeller les pouvoirs publics. Et en gros, nous, un truc qui nous gênait particulièrement, alors il y a l'aspect écologique qu'on parle énormément, mais alors on est pas mal dans l'affect parce qu'on a été aux Philippines. Nous, c'est aussi les conditions de fabrication, si tu veux. Si tu veux essayer de penser 2 minutes aux fringues que tu achètes sans stigmatiser, mais de se dire, la fringue que j'achète à 5 €, elle a été fabriquée dans telle ou telle condition qu'on fait, le Rana Plaza, les Ouïghours plus récemment, tout ça fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que si tu n'as pas envie de savoir ce qui s'est passé derrière la fabrication de ton t-shirt, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clean. Et si tu veux, on a voulu un peu lever le voile et permettre à tous les acheteurs, si tu veux, que ce soit les acheteurs sportifs ou les acheteurs en tout genre, de connaître en fait dans quelles conditions les vêtements ont été fabriqués. Et on s'était dit que le meilleur moyen de le connaître, ça, c'était de mettre en place un système de notation. Tu vois le Nutri-Score ou pas, par exemple? Oui. Pour la bouffe. ABCDE, c'est un moyen qui est ultra pratique pour comprendre si ton gruyère, il est bon ou pas pour ta santé. Après, libre à toi d'acheter ton gruyère, tu vois, il n'y a pas de problème. Si tu aimes le gruyère, tant mieux. Mais tu fais un achat qui est éclairé. Aujourd'hui, pour les fringues, les seules infos que tu as à ta dispo, c'est l'étiquetage, la composition de tes vêtements, parfois la provenance et le prix et la qualité du produit, de ce que tu peux en percevoir en tout cas. Mais tout ça ne te permet pas de savoir… Comment ? Et comment le laver. Ouais, exactement. Et à part ça, t'as pas beaucoup d'infos, tu vois. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on permettait aux gens de savoir ce qu'ils achetaient,
dans quelles conditions étaient fabriqués leurs vêtements, alors ça obligerait d'une part les marques à essayer de donner plus de transparence et d'améliorer leurs conditions de fabrication. Et de l'autre côté, ça permettrait aux coureurs, aux consommateurs, aux acheteurs de vêtements, de rationaliser leurs achats et de se demander si vraiment ils ont besoin du vêtement qu'ils ont envie d'acquérir. Et du coup, on a un peu milité à notre niveau pour essayer de faire passer ce système de notation qu'on avait appelé le score social. Et on avait obtenu 30 000 signatures. Okay. Et si tu veux, avec 30 000 signatures, ça permet aussi de rencontrer des acteurs de l'industrie textile, aussi bien des marques que des pouvoirs publics, que des intermédiaires, si tu veux. Et du coup, ça nous a permis effectivement de comprendre à quel point l'industrie textile est une industrie très compliquée, encore plus que ce qu'on peut imaginer, si tu veux, et que la mise en place de cet indicateur était déjà, on va dire, compliquée ou un peu avortée sur l'année 2020 en cours, si tu veux. Nous, on voulait de l'immédiateté parce que ce qu'on voulait, c'était avoir de l'impact tout de suite. Maintenant, on voulait se sentir utile, tu vois. Et clairement, on est peut-être impatient, mais on voulait se sentir vraiment utile et impactant. Et le fait qu'on nous dise que ça allait pas être rendu possible tant par des intermédiaires que des pouvoirs publics, que en fait ça nous a un peu blasé au final, mais pas tant que ça, dans le sens où on s'est dit ok, comment on peut se rendre encore plus utile, si tu veux. Du coup on s'est dit on va changer de casquette, tu vois, et on s'est dit nous en école de commerce, tu vois, on nous a appris à faire du marketing, à créer des marques ou à créer des trucs, tu vois, et à essayer de les valoriser sur un marché. Et comment nous, avec ces compétences-là, on peut essayer de se rendre utile. Et en fait, je te passe les détails, mais bon an, mal an, nous, la marque, le textile, on commençait à avoir mis le doigt dedans. Et à côté de ça, on aimait bien courir et on se rendait compte que les 3/4 des fringues, 90% des fringues qu'on achetait, elles étaient faites à l'autre bout du globe. Et du coup, comme on trouvait ça pas ultra smart, pas ultra logique dans le sens où il y a un savoir-faire ici en France, on s'est dit comment on peut essayer de comprendre un peu mieux l'industrie textile au global, en France, et essayer de créer une marque à impact qui nous fait vibrer parce que c'est dans le domaine qui nous plaît, à savoir la course à pied, et essayer de mettre un maximum de bon sens pour donner une alternative aux passionnés, aux coureurs, pour se dire, si tu as besoin d'une fringue, seulement si tu as besoin, tu sais que tu as les grandes marques qu'on connaît qui peuvent t'inspirer, mais tu as aussi d'autres alternatives. Ok, super histoire. C'est chouette d'avoir cette historique de l'idée avec ce mini échec, parce que même si finalement ça n'a pas été jusqu'au bout de votre projet, ça a quand même eu un petit impact de vous faire rentrer un petit peu dans ce milieu-là. Et puis finalement c'est un échec qui a servi à déjà de construire votre projet et votre idée. Et du coup, alors, parce que tu dis que c'est un milieu qui est très fermé, qui est très compliqué, qui a un petit peu, si tu veux faire bouger les codes, faut un petit peu faire jouer du lobbying, ou être Greenpeace pour avoir un minimum d'impact. Et du coup, vous, ça vous a pas fait peur? Qu'est-ce qui vous a dit, nous, on veut quand même, qu'est-ce qui, dans votre caractère, fait que vous vous êtes pas dit, finalement, moi, plutôt que de me dire c'est mort, ce milieu-là, c'est foutu, vous avez quand même continué mais vers un autre projet. Alors attends, je vais essayer de me souvenir de la marque. Je crois que c'est Yuka. Tu connais Yuka? Encore une fois, je vais reprendre l'exemple c'est une app qui, je crois, référence en fait, ou permet de donner en fait des notes comme le Nutri-Score, mais sur les différents aliments, si tu veux. Ah si, ça me parle. C'est en train d'exploser. Je pense que ça fait un moment qu'ils explosent et qu'ils sont en train de se développer dans plein de pays. Mais c'est un exemple qui a été assez intéressant parce qu'en fait, tu te rends compte que une petite marque comme ça qui se met à référencer parce que il y a plein d'informations qui sont, on va dire, en open source, si tu veux, qui sont accessibles au plus grand nombre, qui permettent à des acteurs comme Yuka, si tu veux, de noter pas les vêtements, pardon, mais les aliments. Et aujourd'hui, en fait, ils ont réussi à se faire une place sur le marché de l'alimentation, si bien que tu as une multitude d'acheteurs. Alors, je sais pas si c'est que les acheteurs dans les villes, dans les grandes villes qui l'utilisent, mais qui à un moment donné utilisent et scannent leurs aliments, qui se rendent compte que tel aliment est moins bon qu'un autre. Et en fait, c'est ouf, mais une initiative comme celle-ci, avec une application qui permet de rendre l'information transparente, a permis d'orienter, si tu veux, des comportements d'achat. De s'orienter vers tel paquet je sais pas, je vais parler de gruyère parce que j'aime bien le fromage, mais vers de telle gruyère à telle gruyère, tu vois. Si bien que, in fine, t'en es venu à ce que les comportements donc des acheteurs sont orientés et que tu as les grandes marques au-dessus
qui à un moment donné se rendent compte que leur vente varie parce que à un moment donné ils sont pas bien notés sur Yuka, et ben ils en viennent à modifier leur composition de vêtements. Et moi, je dans le vêtement, du coup, je parle de vêtements à toi, de leurs aliments, pardon. Ouais. Du coup, ils vont essayer de mettre moins d'additifs, plus de bonnes choses pour le corps, si tu veux, parce qu'ils veulent être bien notés sur cette marque. Et si tu veux, in fine, en créant cette initiative-là, ils ont réussi à changer à la fois le comportement des consommateurs et le comportement des marques, tu vois. Et du coup, nous, on a voulu se positionner un peu de la même manière. Bah, en fait, on s'est dit, tu vois, si en tant que marque, on arrive à convaincre, en fait, un maximum d'acheteurs que ce soit vers nous ou vers une autre marque qui est engagée, tu vois, mais qu'on arrive à les convaincre qu'à un moment donné, les mastodontes qu'on connaît ne sont pas les seules alternatives pour pouvoir courir plus français, plus vert, alors on se dit que plus il y aura de coureurs qui feront cette demande d'une production de vêtements plus quali, plus transparente, plus juste, plus les gros mastodontes de l'autre côté se verront un peu contraints quelque part de modifier leur mode de fonctionnement. D'accord, ouais, je comprends. Donc c'est très naïf et très utopiste, mais au final, on se dit que bah forcément, si on arrive à avoir 400 coureurs qui nous font confiance, bah c'est 400 coureurs qui n'iront pas aussi de l'autre côté quelque part. Non, mais je trouve ça génial d'avoir cette vision utopiste. De toute façon, quand on monte une start-up ou un projet comme ça, il y a toujours cette idée d'avoir quelle est ta vision, ton monde idéal que tu voudrais, ta grande cause que tu as envie de mener, quoi. Enfin, vous, idéalement, vous aimeriez, même si c'est pas uniquement chez vous que les gens vont se fournir, mais que tout le monde ait un t-shirt qui soit fabriqué à 10 km de chez lui. Je caricature un peu, mais l'idée, c'est ça, quoi. Totalement, on s'en fout. Enfin, clairement, si on n'avait pas besoin de nous, je veux dire, nous, on trouverait autre chose pour se rendre utile, hein. Il y a plein de choses qu'on aime bien à droite, à gauche. Maintenant, clairement, si tous les coureurs, en fait, avaient à leur disposition la possibilité d'avoir le choix, on considère qu'en fait, si tu veux, les achats seraient différents. Et aujourd'hui, trop souvent, en fait, même nous, en tant que coureurs, en fait, quand on a voulu essayer d'acheter des fringues plus responsables, en fait, on a constaté très vite qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, si tu veux. Enfin, moi, pour l'anecdote, j'ai pas fait beaucoup de semi-officiels. Je cours beaucoup on va dire, tout seul, si tu veux, pour le plaisir et de manière indépendante. Quand j'ai voulu courir mon premier semi-marathon de Toulouse, j'ai voulu m'acheter un t-shirt, tu vois. Et parce que, j'ai pas beaucoup en vrai, au final, j'ai pas beaucoup de fringues à la base, tu vois, de sport. Et quand j'ai constaté que les 3/4 des fringues, elles étaient faites à l'autre bout de la planète, ça m'a rendu fou, tu vois. Et du coup, j'ai rien acheté. J'ai couru avec un maillot de foot, mais je t'explique même pas l'état, on va dire, des on va dire, de mes tétons, quelque part, de toutes les parties du corps qui étaient mises à contribution, qui étaient irritées à la fin de la course. Mais tu vois, j'en étais venu à pas vouloir finalement acheter parce que ce qu'il y avait sur le marché, ça me convenait pas, tu vois. Parce que, tu vois, sinon je me serais senti presque hypocrite d'acheter des trucs qui, au final, me faisaient pas sens. Après, il s'agit pas de jeter la pierre, mais juste, tu vois, il y a trop de gens, en fait, il y a trop de coureurs qui, nous aussi, nous ont, à l'origine de Beaumolet, nous ont fait comprendre que eux aussi, connaissent pas de marque engagée, si tu veux. Des marques de running, mais autres que le running, parce qu'il n'y a pas que ça. Dans le sport, si tu veux, il y a très peu d'initiatives. Dans la mode durable, c'est de mieux en mieux, mais dans le sport, il y a encore un peu de chemin, tu vois. Mais heureusement, il y a de plus en plus d'initiatives et ça, tu vois, c'est un bon point. Il y a de la place. Ouais. Alors, je ne l'ai pas dit au tout début de l'émission, mais vous pouvez poser toutes vos questions à Flavien. On est déjà à presque 32 minutes d'émission. Et donc, si vous voulez poser vos questions à Flavien sur l'entreprise Beaumolet, son entreprise qu'il co-dirige avec Nathan, et ou son parcours de coureur, comme vous voulez, vous poser toutes vos questions. Et du coup, il y a Fleur qui nous demande, du coup, le projet ne verra pas le jour. Alors, je pense que Fleur veut parler du projet d'étiquetage des vêtements. Très juste. Pour répondre à ta question, du coup, Fleur Océane, effectivement, l'idée d'un social score ne verra pas le jour de suite, dans la mesure où, en fait, c'est facile, si tu veux, de mettre en place un indicateur pour la nutrition ou un indicateur écologique. D'ailleurs, c'est en train d'être travaillé pour les meubles, pour aussi les vêtements, parce que, si tu veux, ce sont des notions, on va dire, comment dire, chiffrable. Chiffrable, exactement. Tu peux facilement quantifier le nombre d'émissions de CO2.
En revanche, quand il s'agit de mesurer la qualité de vie ou la qualité d'une production, la qualité les conditions de fabrication, c'est très subjectif au final. Et si tu veux, nous, on est arrivé avec notre vision très utopiste et on m'a un peu taclé en disant, mais toi, en tant que Français, qui tu es pour définir si les conditions de fabrication sont meilleures qu'au Bangladesh? Au final, t'en sais rien, tu vois. Et ça ne veut pas dire que parce que tu produis, je vais me contredire, mais c'est pas parce que tu produis non plus au Bangladesh que c'est pas bien. Mais juste comment tu mets en place ton indicateur. Et en fait, tu te rends compte que quand tu baignes pas là-dedans à l'origine, il faut avoir un regard encore plus fin que nous, on n'avait pas. Et du coup, c'était beaucoup plus pertinent de laisser les experts, entre guillemets, travailler dessus. Et c'est quelque chose qui prendrait plus de temps qu'un indicateur écologique que nous de nous y mettre, alors qu'en fait, on est encore on était encore plus des novices à l'époque, tu vois. Et alors du coup, Beaumolet voit le jour. En revanche, on a vu le jour avec Beaumolet. Qu'est-ce que c'est Beaumolet? Ok, ouais. À l'origine, c'était d'essayer de juste vouloir se rendre utile et de donner le choix aux coureurs de pouvoir mieux consommer, tu vois. Donc c'était très global. On en avait une idée, mais sans trop savoir dans quelle direction on voulait aller. Et ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on est allé rencontrer une multitude de coureurs en vrai et même sur Internet. Et en fait, on est parti, si tu veux, d'échanges avec des coureurs pour essayer de comprendre comment créer Beaumolet, si tu veux. Évidemment qu'on avait déjà, si tu veux, cette idée de faire des fringues plus responsables, mais on savait pas vraiment dans quel angle attaquer la chose. Ce qui fait qu'on a mené une étude auprès de plus de 3000 personnes qui nous a permis d'avoir on va dire des insights, des retours, si tu veux, des coureurs pour savoir vraiment ce sur quoi il y avait un manque quelque part. Et très concrètement, les deux ou trois manques, enfin les deux manques principaux sur lesquels on a vu qu'il y avait un manque, c'était pas la technicité, parce qu'aujourd'hui, en tant que coureur, on peut tous trouver notre bonheur, coureur, trailer, on peut tous trouver notre bonheur parmi les marques existantes. En revanche, sur la dimension, c'est vrai, sociale, sur les conditions de fabrication, c'est vrai que c'était un peu limite, voire il n'y avait pas grand-chose qui correspondait aux attentes vraiment de chaque coureur. Au niveau de la transparence, c'est pareil. Et pareil, au niveau de l'impact écologique des vêtements, au niveau du choix des matières, au niveau des quantités produites, avec beaucoup de surproduction, enfin tout ça faisait que il y avait, si tu veux, à chaque fois des compromis qui étaient faits en fait dans toutes les marques qui pouvaient exister sur le marché. Ce qui nous a amené en fait à dire ok, nous ce qu'on veut c'est de permettre aux passionnés de la course à pied d'avoir le choix de porter des vêtements plus justes, plus responsables et dans lesquels tu te sens bien et dans lesquels tu as envie de courir, d'enfiler les kilomètres quelque part avec tes mollets. Et de là est venue du coup l'idée de faire de Beaumolet une marque engagée. Et pour nous, l'engagement, c'était de pouvoir confectionner d'une manière la plus transparente possible, dans les meilleures conditions possibles, des fringues techniques qui répondent aux enjeux environnementaux. Et donc, on s'est lancé donc avec un premier produit début 2021, donc janvier 2021, avec un t-shirt fabriqué donc en France à partir de bouteilles plastiques recyclées. Et enfin, voilà, l'idée, ça a été en fait de prendre un maximum de pain point, de problèmes et d'essayer de comprendre ces problèmes pour mettre toutes les choses attendues dans la marque des coureurs. C'est la marque qui appartiendrait vraiment aux coureurs, en tout cas en France, et qui répondrait vraiment aux enjeux actuels. Ok, super. Alors, si tu devais expliquer à un enfant de 6 ans que d'une bouteille plastique, tu fais un t-shirt, comment tu lui expliques ça? Ok. Si tu veux, donc il y a une multitude d'étapes, mais en gros, fort heureusement, il y a les bouteilles plastiques sont collectées, elles sont en partie recyclées. Nous, en fait, on a trouvé une filière, si tu veux, en Italie précisément. Donc nous, on est sur Lyon, donc à 300 km d'ici, qui intègre toute une partie de la collecte, du nettoyage de ces bouteilles, et si tu veux, de tout le processus derrière mécanique qui va suivre, à savoir passer d'une bouteille plastique à une bobine de fil, si tu veux. La bouteille, en fait, elle va être découpée en petits copeaux qui vont être refondus, nettoyés, refondus pour en obtenir en fait une nouvelle pâte plastique, si tu veux. Enfin, j'ai pas du tout le jargon technique, mais qui va in fine à travers un système de passoire, pour vulgariser avec un système de passoire, faire sortir des fils parce que tu l'as retransformé en pâte et puis en fait ça te sort des fils qui sont et à partir de cette bobine de fil textile, tu peux faire des tissus si tu veux, des tissus techniques et c'est là qu'en fait nous
aussi, on intervient à aller chercher en fait des acteurs spécialisés dans le tricotage technique qui, eux, vont travailler avec ces bobines, les mettre dans leur grosse machine et t'en faire une maille technique. Et après, libre à nous et libre à eux d'essayer de te faire une maille qui est la plus technique possible. Et une fois que, si tu veux, tu as ta maille, ton tissu qui est tricoté, tu es capable après de faire, on va dire, du découpage pour faire ton t-shirt, ton épaule, ta partie principale, ton tronc, et in fine, tu reviens sur un processus classique textile. D'accord, super. C'est clair ? C'est génial ce concept de faire d'une bouteille un t-shirt. Et du coup, si je comprends bien, en fait, avec ce système-là, tu peux refaire toute une garde-robe. Tu peux tout ce qui est en matière technique, tu peux refaire un petit peu tout. Ouais. Alors après, il y a forcément ça dépend des vêtements, mais si je dis pas de bêtises, tu peux en faire à partir de bouteilles plastiques, tu peux faire des doudounes, tu peux faire des shorts de bain, des t-shirts, sur ces matières en tout cas synthétiques recyclées. Et après, t'as plein de nouvelles alternatives qui sont en train aussi d'émerger, et c'est une bonne chose. Mais ouais, clairement, après, il faut juste trouver les bons acteurs, si tu veux, dans ta chaîne de valeur qui peuvent te permettre de faire ton produit fini. Ok. Et alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais sur votre site, j'avais vu passer ça. La différence entre le nombre de kilomètres moyen entre un t-shirt classique et puis le vôtre, c'était ouais. Quoi ? Alors, ça va dépendre des calculs. Nous, on avait pris le chiffre, je crois, de l'ADEME, qui expliquait qu'un t-shirt en moyenne parcourt 40 000 km avant d'arriver sur tes épaules. Entre l'extraction de la matière, le coton, que tu vas travailler, transformer et confectionner au Bangladesh ou dans ces pays-là, puis importer pour faire de la teinture, et puis jusqu'à venir jusqu'en France dans les magasins et compagnie. Bref, tout ça fait que ça fait 40 000 bornes, soit environ le tour de la Terre. Des fois, ça fait un peu plus, des fois, ça fait un peu moins, mais c'est quelque chose qui est conséquent. Nous, effectivement, de l'extraction, de notre matière première, si tu veux, à savoir la collecte de la bouteille plastique, à la livraison de ton t-shirt, si tu veux, on a compté 2500, en sachant qu'on a voulu un peu en rajouter, dans le sens où on s'est dit qu'on allait livrer quelqu'un à Brest, de Lyon, tu vois, donc voilà, on s'est dit qu'il y avait 2500 km de A à Z. Ouais, si tu traverses la France, voilà, c'est ça. Ok, ouais, c'est énorme parce qu'on se rend pas compte. Hein. Honnêtement, moi le premier, je suis pas du tout un exemple à suivre sur ce sujet-là. Surtout, en plus, comme je reçois plein de produits que je mets très peu, je suis très très loin d'être un exemple à suivre sur ce sujet-là. Donc j'ai de à donner à personne, mais je trouve ça juste hallucinant de connaître ces chiffres qui sont juste incroyables en fait. Et ça parle en fait à tout le monde quand tu dis qu'un t-shirt avant d'arriver sur ton dos, il a fait 40 000 bornes. C'est juste incroyable, quoi. Et puis quand toi, on te dit prends ton vélo pour aller au boulot alors que tu vas faire peut-être 5 km. C'est ça. Et si tu veux, ça c'est bon. D'ailleurs pour l'anecdote, nous on s'était amusé à le calculer en nombre de marathons, tu vois, pour se rendre compte ce que ça représente. Et ça représente 950 marathons. Donc, autrement dit, avant que tu cours en fait autant que ton t-shirt, il va se passer du temps, tu vois. Et genre juste ça, tu vois, je me disais, t'as beau être coureur, fier, et courir 3, 4, 5 fois par semaine, t'arriveras jamais à un nombre de kilomètres pour un t-shirt, tu vois. Du coup, c'est quelque part un peu aberrant, mais en même temps, on peut pas jeter la pierre, tu vois. Clairement, quand tu dis je reçois des produits ou j'achète, il y a un modèle dont on a tous profité à un moment donné. Et tu vois, il s'agit pas de dire c'est pas bien. Non, c'est bon, on en a tous profité à un moment donné. Maintenant, quand on a la formation, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? C'est surtout ça qui est intéressant, et de faire l'achat en pleine connaissance de cause. Et déjà, c'est une énorme différence, tu vois. Et évidemment, les grandes marques vont se garder de nous balancer les informations concernant les kilomètres parcourus. Et encore, tu vois, ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, tu vois, en termes de pollution. Alors, tu as plein de chiffres. Tu en as certains qui estiment que même le nombre de kilomètres parcourus de ton vêtement, ça représente que 10-15% du total des émissions de CO2. Donc, si tu veux, après, il y a tous les problèmes liés à la teinture, bref, l'idée n'est pas non plus de stigmatiser. Il y a plein de bonnes opportunités, et heureusement, tu vois, donc il y a plein de belles choses. Mais faut juste être conscient que oui, quand on creuse un petit peu, il y a des choses dont on serait peut-être pas fier. Alors, comme on est sur la planète trail, on parle pas en marathon, mais on parle en UTMB, et j'ai compris le calcul, c'est 235 UTMB. Ce qui est déjà pas mal.
Euh, alors, Hugo, il a une question qui je trouve très intéressante. Je suis sûr que tu auras une réponse à ça parce que quand on est Ouais. entrepreneur, on y réfléchit à ça. Je compte au moins 5 nouvelles marques de trail éco en France ou proches. Pourquoi plus vous? Les grandes marques s'adaptent de plus en plus locales et plus responsables. Comment faire sa place dans ce contexte? Merci pour ton retour et bonne chance pour votre projet. Génial. Merci Hugo. Pour répondre à ton point, le premier, effectivement, c'est très juste. Les attentes des coureurs sont en train de changer, enfin même des acheteurs d'une manière générale, ce qui fait que toutes les grandes marques, les mastodontes, si tu veux, vont tous partir sur des matières recyclées, parce qu'entre guillemets, c'est la simplicité. Fabriquer localement, c'est un peu plus compliqué, je pense, pour les mastodontes qui souhaitent maximiser leur profit, on va dire. Mais c'est clair qu'ils vont de plus en plus essayer d'intégrer des enjeux éco-responsables. Et c'est vrai que l'une des simplicités, entre guillemets simplicité parce que c'est pas encore facile, mais c'est de partir sur des matières recyclées, par exemple. Pour les grosses marques, on voit que d'ici 2025, il y a plusieurs grosses marques qu'on connaît tous qui se sont engagées à n'utiliser que des matières recyclées. Et en vrai, c'est un bon point. Ça fait quand même avancer les choses. Le degré de sincérité derrière, je suis personne pour le juger, mais en tout cas, ça fait avancer les choses. Après, effectivement, tu as raison, il y a plein de nouvelles marques et genre, c'est cool. En fait, clairement, pourquoi plus nous? Honnêtement, je m'en moque. Tu peux. N'importe quel coureur peut aller vers ces marques-là. Moi, j'en suis ravi dans ce cas-là. Tu vois, c'est juste qu'entre guillemets, il y aura de plus en plus de demandes et de place pour ces petits acteurs entre guillemets, parce qu'on reste des petits acteurs. Et ça enverra des signaux un peu plus haut, si tu veux, pour les grosses marques. Et moi, ça me paraît juste ultra important. Après, je pourrais t'expliquer que nous, on se positionne comme marque éco-responsable avec un ancrage Made in France très, très fort. Il y en a d'autres. Mais après, c'est comment toi, tu vas ressentir la marque. Et donc, si tu veux vraiment que je parle de Beaumolet, je peux le faire. Mais le but n'est pas là. C'est déjà, si tu as connaissance de ces 5 marques, genre... le job est fait, tu vois, genre c'est déjà très cool. Et après, libre à toi de trouver dans quelle marque tu te ressens le plus. Nous, c'est la France, enfin, c'est l'ancrage Made in France qui est ultra important pour nous, parce que ça fait totalement sens pour nous de savoir avec qui on bosse, de savoir dans quelles conditions sont fabriquées toutes nos fringues, de pouvoir mettre de l'humain, en fait, derrière chaque produit, si tu veux. Non pas qu'il n'y ait pas d'humain ailleurs, tu me diras, mais voilà, après, c'est les goûts et les couleurs, et nous, voilà, c'est ce qui nous fait kiffer en tout cas tous les jours, c'est d'essayer de donner de plus en plus de visibilité à nous, mais également en fait aux 4 autres ou 5 autres marques que tu as identifiées. Mais c'est un vrai challenge, ça, d'être comme ça dans les précurseurs d'un mouvement, parce que au final, quand tout ça va être bien étudié par, comme tu dis, les gros mastodontes, et ben, toutes ces avancées technologiques, et ben, vous aussi, vous allez pouvoir en bénéficier. Vos fournisseurs vont être plus habitués au process. Ceux qui vont faire les tissus vont être aussi beaucoup plus habitués. Et puis au final, ce cycle-là va être bénéfique en fait pour tout le monde. Et puis après, ben, le choix qu'on va faire, c'est un petit peu comme le choix de son textile actuellement. Parce qu'actuellement, tu as X marques de textiles, ils sont tous bien. Ouais. Ce que tu vas choisir, c'est un design, c'est des élites aussi qui sont associées à cette marque parce que tu les aimes bien, parce que y a une vidéo qui est cool et que ça t'a fait marrer, tu as envie de t'associer toi aussi à cette marque. Enfin voilà, après c'est du branding quoi. C'est j'ai pas le mot en français, mais c'est de l'histoire de marque, c'est de l'attachement. C'est ça. Voilà. Mais par contre, nous, si vraiment on a une envie, au-delà des matières recyclées, parce que c'est déjà une première marche, si tu veux, dans une meilleure production, si tu veux. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est la relocalisation. Tu vois, il y a beaucoup de marques qui sont parties dans le cadre de la mondialisation et compagnie pour essayer d'optimiser leur production. Soit ça peut être compréhensible, hein, clairement, mais on se dit que si le critère local est plus important, que le critère de transparence il est important, alors ça peut conduire à de la relocalisation, donc à des acteurs de non plus produire au Bangladesh, mais produire une partie de leur production au Portugal ou même en France, et ce qui serait bénéfique en fait pour toute notre économie, tu vois, et pour tous ces acteurs qui ont un savoir-faire ici. Et tu parlais donc effectivement de permettre à nos ateliers de confection, tricoteurs, de peut-être réussir à adapter leur process parce qu'ils auraient peut-être plus d'expérience, plus de retours, si tu veux. Mais il faut savoir quand même que, en vrai, historiquement, on a quand même un vrai savoir-faire ici en France. C'est que nous, le tricoteur avec qui on bosse, tu vois, sur Bourgoin-Jallieu, il nous a pas attendu pour
pour faire des tissus techniques. Hein, tu vois, les tissus, ils ont beau être tricotés d'une certaine manière en alvéole et compagnie. À un moment donné, il y a plusieurs acteurs qui bossent déjà avec l'armée. Enfin, donc autant dire que ils bossent pour l'armée, les tissus, ils sont déjà très techniques. C'est l'armée, mais il y a d'autres trucs, le spatial et compagnie. Donc, si tu veux, faire un t-shirt de sport, pour eux, c'est déjà un jeu d'enfant quelque part. Ouais, d'accord, ok. C'est intéressant d'avoir ce point de vue aussi. Déjà, quand on voit le nom de la ville, on sait qu'il est Bourgoin-Jallieu. On adore. Alors, il y a deux questions qui se rejoignent, pour parler un petit peu de la commercialisation de votre t-shirt. C'est Fleur qui demande est-ce qu'ils sont en boutique, et Francis qui demande bonsoir, où peut-on trouver ces produits? Alors, si tu peux nous en dire un peu plus justement sur votre stratégie de vente de t-shirts. Ouais, ça fait du placement de produit comme ça. Non. C'est un peu ça l'objectif aussi, hein, faut pas se mentir. Ouais. On devrait faire des t-shirts. Alors, ouais, en vrai, c'est parce qu'aujourd'hui, je ne porte que ça quasiment, mais au moins, dans lesquels je me sens bien, je suis sûr que c'est pas mal. Non, c'est très chauvin. Du coup, pour répondre aux différentes questions, en fait, comme on avait, avec Nathan, on s'est lancé, on a fini nos études, on n'avait pas forcément travaillé ou quoi avant. En fait, on a mis toutes nos économies dans Beaumolet à l'origine. Et on avait mis 5 000 €, tu vois. Et autant te dire que dans l'industrie textile, on est rincé, tu vois. On est sûrement les plus pauvres entrepreneurs, si on peut se qualifier comme tel, mais à s'être lancé sur un marché aussi technique et aussi exigeant, tu vois. Et en fait, pour se lancer, on a choisi en fait de faire ce qu'on appelle de la précommande. Peut-être pour définir un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que au lieu de produire un peu au pif tes 200 ou 400 t-shirts, tu vas essayer de faire tes preuves quelque part en te mettant sur des plateformes comme Ulule qui te permettent donc de fabriquer un prototype, de le mettre en situation quelque part et de le vendre. Et en fait, tu le vends avant même de l'avoir produit quelque part. Et c'est ce qu'on a fait donc en janvier 2021. Et donc on a d'ailleurs pu vendre en l'espace de 30 jours plus de 400 t-shirts. Et en fait, c'est seulement à l'issue de cette campagne de financement participatif sur Ulule que, si tu veux, hop, on a fermé boutique, entre guillemets. On est allé voir notre atelier et on leur a dit, bon, on est tout petit, tu vois, mais on a 400 t-shirts. Donc, on paraît un peu plus gros et on est capable d'avoir déjà, entre guillemets, le chèque pour lancer la production et d'être pris au sérieux, si tu veux, par tous ces ateliers en France. Parce que, pareil, des porteurs de projets, ils en ont plein. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, nous, on s'est positionné sur un créneau où on fonctionne que par précommande, puisque comme ça nous permet de ne produire que ce qui est nécessaire et de ne pas avoir de gâchis ou pas avoir besoin de solder dans 6 mois parce qu'on n'aura pas réussi à vendre un truc dont les gens n'avaient pas besoin. Et nous, la prio, c'était de savoir si les gens étaient enclins et les gens étaient prêts à nous suivre dans une démarche comme celle de Beaumolet, de savoir si acheter des vêtements de running français, ça les intéresse. Est-ce que des vêtements fabriqués à partir de matières recyclées comme des bouteilles plastiques, ça les intéresse? Et il s'avère que visiblement, oui. Et c'est ce qui a mené en fait à faire que des systèmes de précommande. Donc on a commencé en janvier-février, on a fait un mois roulant. Et l'idée, c'est fonctionner comme ça en fait sur cette première année, parce qu'en fait, déjà, on n'a pas le cash d'avancer 10 000 ou 20 000 € puisqu'on n'a pas les moyens. Donc la précommande nous permet de valider d'être au plus près de la demande. Et si tu veux, faut nous suivre du coup, parce que là, je fais le petit placement de produit, mais sur et Instagram et même notre site www.beaumolet.com. C'est là-dessus qu'en fait, on donne un maximum d'informations. Vous nous laissez en fait votre mail. Nous, l'idée, c'est de faire de la co-création à chaque lancement de produit, si tu veux. Et par exemple, là, typiquement, on est en train de lancer une paire de chaussettes faites en France, technique. Et en fait, il y en a peut-être certains qui nous ont vu passer dans des groupes parce qu'on a eu pas mal de coups de pouce sur les groupes de running. Mais si tu veux, avant même de designer et de penser la paire de chaussettes, en fait, on va au plus proche des coureurs et on leur demande ce qu'ils attendent d'une paire de chaussettes, d'un t-shirt. Et en fonction de ça, on design, si tu veux, et on fabrique le produit idéal. Et après, en fait, en fonction de ça, on envoie des emails et compagnie. En fait, comme toi, je pense, avec d'ailleurs au final ta tenue, François. Exactement, c'est comme ça qu'on a, je dis on parce que c'est la communauté. Le travail qui a fonctionné comme ça, et ça tout le monde est plus ou moins content. Le plus mécontent finalement, c'est le consommateur, parce que le client final, celui qui a le produit final, parce qu'il met quand même du temps entre l'achat et le moment où il sort le billet et puis le moment où il reçoit son produit. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'est plus vraiment habitué de nos jours. Quand tu achètes un truc, tu l'as souvent le lendemain.
Ça change d'Amazon, hein. Voilà. Quand il y a une histoire derrière et quand les gens savent très bien et qu'ils sont au courant et qu'ils savent pourquoi tu le fais et que finalement ça passe. Et puis comme tu dis, moi ce que je trouve génial, c'est le concept de n'acheter que ce dont tu as besoin. On en revient en fait à ce dont on parlait au tout début, en fait, de ne pas acheter plus que ce que tu es sûr de vendre. Si tu t'achètes 10 t-shirts XL et qu'en fait tout le monde fait du M et que tu les vends jamais, au final, tu n'es pas cohérent avec ta propre entreprise d'avoir acheté du matériel dont personne ne va se servir, quoi. C'est ça. Donc, clairement, si tu nous achètes un t-shirt Beaumolet, alors ça peut peut-être nous permettre de lancer Beaumolet, c'est très bien, mais en fait, si tu le portes pas derrière, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Autant. Donc, après, c'est toujours difficile, entre guillemets, quand tu te lances, parce que d'un côté, tu as besoin de soutien, mais de l'autre, tu peux pas non plus être incohérent et dire acheter alors que vous n'avez pas besoin, tu vois. Ouais, c'est Donc, super. clairement, si tu achètes la paire et que tu la portes pas, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, est-ce que vous avez. J'ai une dernière question parce qu'on arrive déjà, ça passe vite, hein. On arrive déjà au terme de l'heure. À quoi ça ressemblera Beaumolet dans 5 ou 10 ans idéalement? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? 5-10 ans, c'est déjà très très long parce que nous, on compte déjà nos jours et nos mois d'existence dans le sens où, si tu veux, on vit sur nos économies là, on n'a pas ou peu de rentrée d'argent. Donc déjà, on essaie de lancer Beaumolet de la meilleure des manières sur cette année. Donc au moins pour 2021, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir être assimilé à une marque de running. Non pas qu'on n'en soit pas une aujourd'hui parce que clairement, c'est pas le cas. Mais ce qu'on aimerait, c'est que quand tu viens sur notre site, tu puisses t'équiper si tu as besoin de la tête au mollet ou de la tête aux pieds. Et après, à plus long terme, non, ce qu'on aimerait bien, allez, si on rêvasse un peu, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait ce côté communautaire, en fait, qu'on puisse retrouver, qui passerait en quelque part parce qu'aujourd'hui, on est une marque en ligne, si tu veux, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir créer du lien et faire un maximum de courses en physique, en fait. Donc, je sais pas, on peut très bien imaginer demain, si tu veux, organiser une multitude d'ateliers ou de courses avec tous les passionnés de trail ou de course à pied. Ça, ce serait génial. Le contexte ne permet peut-être pas de se projeter très, très loin, mais ouais, on aimerait bien pouvoir créer des rassemblements, même un lieu de rassemblement, pourquoi pas, dans lequel, en fait, voilà, on parle tous le même langage, quoi. Peu importe le niveau, est-ce qu'on est des champions ou pas, on s'en fout. Est-ce qu'on est passionné? Oui. Et voilà, quand on va se remuer les mollets ensemble, on va prendre une bière ensemble et je sais pas, on passe du bon temps et enfin, c'est ça au final la vie. Enfin, c'est juste kiffer, vivre des émotions, parcourir des sentiers et juste se sentir vivant. C'est beau parce que c'est vraiment un message que je trouve le Covid et tous ces confinements répétés et ces isolations de personnes chez elles aura apporté en fait cette importance du lien social. Et même moi qui suis très digital, je baigne dedans depuis plusieurs années et je m'étais jamais fait cette réflexion de l'importance de l'être humain. Ça m'aura vraiment apporté ça aussi. Donc même vous du coup qui êtes aussi dans ce contexte-là d'entreprise qui base toute sa communication sur le digital, vous rapportez ça quand même à l'importance de l'humain et c'est une très très bonne idée à mon avis. Et en vrai, ça a tellement d'impact. En fait, enfin, je sais pas si toi tu le ressens comme tel, mais des fois un message, une rencontre, ça peut rendre ta journée 10 fois plus belle, quoi. Parce que waouh, tu te dis mais en fait c'est ça la vie. Effectivement, c'est pas de faire du télétravail H24 et de rester cloîtré chez toi et de voir personne. Enfin, j'ai rien contre le télétravail, c'est ce qu'on fait tout le temps, nous. Donc, mais juste, en fait, c'est les rencontres qui te disent, putain, j'ai passé une bonne journée, tu vois. Et c'est ça, tu vois, qui finalement nous manque tous, je pense, à un moment donné. Et bon, on n'est pas à plaindre, mais clairement, comme tu dis, ça nous fait prendre conscience que l'humain, c'est la clé juste pour durer, en fait, tant mentalement que dans une économie ou je sais pas, mais c'est ultra important. Alors, on sort un petit peu du cadre Beaumolet, mais je te l'avais dit, la digression des rennes. Ouais. Moi, ce qui me manque et ce que je trouve vraiment dingue dans la vie, tu sais, c'est ces moments où tu vas rencontrer un gars, c'est une rencontre improbable, un gars ou une fille d'ailleurs. C'est une rencontre improbable et dont tu te souviens toute ta vie. Et ça, en fait, une histoire que quelqu'un va te raconter, un truc de dingue que tu vas vivre et que tu vas raconter à tes petits-enfants plus tard. Et ça, en fait, le manque de lien social t'empêche de vivre ça. Enfin, je veux dire, tu vas pas faire une rencontre improbable, enfin incroyable,
sur Internet. Enfin, ça paraît quand même beaucoup plus difficile, quoi. Enfin, tu peux rencontrer de très belles personnes grâce à Internet, mais les vrais souvenirs que tu vas tisser avec ces gens-là, c'est quand tu vas les rencontrer. Et c'est ça qui va faire que tu vas t'en souvenir pendant très longtemps. Et effectivement, c'est vrai ce que tu dis, qu'on a besoin de lien social, quoi. Ouais, et puis plus c'est inattendu au final et plus c'est spontané, plus c'est vrai. Et au final, c'est ce qui rend l'aventure belle. Enfin, nous, tu vois, à titre perso, quand à chaque fois on a pu recevoir même des messages, tu vois, de la part de coureurs qui nous envoient des encouragements ou quoi, et toi, tu n'as rien demandé. Limite, tu as presque l'impression, je ne sais pas si tu te positionnes comme tel, mais moi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Tu vois, des fois, je me dis, putain, on n'est pas assez bien pour trop en parler. Tu vois, c'est bête, hein, parce que ça a le mérite d'exister. En même temps, tu vois, des fois, je vais me sentir pas crédible, tu vois. Et il y a des gens, tu vois, qui t'envoient, je sais pas, un message d'amour, genre, tu te dis, waouh, j'ai rien demandé. Et en même temps, genre, est-ce que je mérite tout ça, tu vois? Et genre, des fois, ça peut vraiment changer ou des vies ou te conforter à des moments où tu peux avoir des doutes, tu vois. Et aujourd'hui, tous ces messages un peu de, je ne veux pas dire de love pour finir comme ça cet appel, mais c'est waouh, le partage, c'est ce qui permet vraiment de libérer en fait le potentiel de chacun. Et je sais pas, genre s'il y avait une chose à retenir, c'est genre vraiment ça sur cette heure, non? Alors c'est vrai que pour rebondir sur le syndrome de l'imposteur, enfin, moi je trouve ça plutôt bien en fait de l'avoir parce que ça te pousse à faire mieux. Le syndrome de l'imposteur qui est dangereux, c'est quand tu passes pas à l'action en fait. Quand tu te dis je suis pas légitime pour faire ça, je fais rien. Mais quand tu l'as, mais que tu fais quand même, au final c'est bien parce que ça te pousse à faire encore mieux, à te remettre tout le temps en question. Parce que si tu te dis je suis le king of the world, personne peut m'atteindre, et au final tu peux te prendre un mur que tu n'avais pas prévu. Et donc je pense que c'est ça en fait de l'avoir, ce syndrome de l'imposteur, tant qu'il te bloque pas. Ouais, j'imagine toi aussi. Enfin, au final, tu te dis comment je peux faire toujours mieux pour les autres, parce qu'au final, c'est aussi ça. Enfin, le syndrome de l'imposteur, il est aussi lié à l'autre et à la manière dont l'autre va te percevoir. Et donc, quelque part, oui, comme tu dis, ça te conforte dans l'idée d'essayer de toujours faire mieux. Alors, des fois, c'est un sport, hein, mais comme tu dis, ça a son bon côté aussi, ouais. Ouais, bien sûr. J'en suis persuadé. Alors, Flavien, on arrive du coup au terme de l'heure. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut suivre Beaumolet si on a envie de vous suivre sur les réseaux sociaux? Quels sont les meilleurs endroits où aller? Ok. Alors, je sors la liste, la checklist. Non, Instagram, Beaumolet, tout simplement, Bomolet. En plus, tu l'as déjà écrit, en fait, c'est très bien fait d'ailleurs, la presse. Non, du coup, le cadre, du coup, sur Instagram, sur Facebook, si vous le souhaitez, sur LinkedIn et évidemment sur le site web www.beaumolet.com. Donc, à chaque fois, c'est Beaumolet. Et là-dessus, vous pouvez suivre notre actualité. Et là, je me fais un petit placement. Si vous voulez, on a été sélectionné on est finaliste en fait du concours organisé par la Maïf, qui est un concours, enfin, je fais pas de la pub pour la Maïf, mais un concours qui s'appelle Sport Planète, qui met à l'honneur des projets sportifs et écologiques. Et il se trouve qu'on est finaliste, donc on est parmi les quatre finalistes. Et le gagnant donc a une dotation de 1500 € plus un podcast qui permet de gagner en visibilité. Et les votes sont jusqu'à minuit. On a mis le lien sur notre Insta, sur notre Facebook. Si jamais vous voulez nous soutenir, on est très preneurs dans la mesure où ça nous permettrait en fait de ne pas lancer une paire de chaussettes pour cette année, mais 2 paires de chaussettes. C'est l'équivalent d'un lancement de production de chaussettes. Donc voilà, on compte sur vous si jamais vous voulez nous donner un coup de mollet. La pub est faite. On va cliquer en masse. Très chaud. Avec tous nos comptes Facebook divers et variés. Alors, dernière question, Flavien. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Et alors là, je te parle en termes de sport, de vie. Tu peux nous dire tout ce que tu veux. Des courses, juste des courses avec des courses pour tout le monde, des dossards avec toute cette ambiance, avec des inconnus, que ce soit dans des courses mythiques dans les villes, avec le marathon de Paris, des courses bien connues, mais aussi les petites courses de nos villages, celles dans lesquelles il y a pas grand monde, mais voilà, où c'est à la bonne franquette, un bon ravito, beaucoup de saucissons. Enfin, c'est vraies courses, tu vois, celles qui, à un moment donné, nous permettent de nous rassembler à un moment donné et de savoir pourquoi on s'est réveillé à 8h ou à 7h un dimanche matin. Et juste déjà ça nous permettra de vibrer et de pouvoir nous épanouir. Super. Je me souhaite exactement la même chose.
On croise les doigts à un moment donné, ça devrait arriver. Merci beaucoup Flavien pour avoir joué le jeu du live et de la présentation de ton entreprise, de ton projet, de ta vie aussi, d'être livré sur des choses qui sont pas toujours simples dont on parle comme ça. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents dans l'espace commentaire et d'avoir été dynamique. C'est toujours un plaisir d'échanger et puis d'afficher vos questions. Moi, je vous dis à mercredi prochain avec un autre invité. Merci encore Flavien et à bientôt. Merci François, à plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.